Michel David, Chantal Hébert, Michel Caugier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes là un peu plus tôt. Je devais aller à New York. La ligne s'est enfumée, mais ça vous aurait fait sourire. Je ne vous aurais pas demandé de me parler de ça, mais ça vous aurait fait sourire néanmoins. Sur Fox News, on se déchaîne contre les Canadiens. On dit qu'ils ne savent pas faire les feux de camp. Ils ne savent pas éteindre les feux. On est empoisonnés. M. Trudeau ne s'est même pas excusé. Ils sont vraiment déchaînés. Mais les Américains aussi, beaucoup, pas juste Fox, sont en colère. Je referme la parenthèse pour vous parler quand même des feux néanmoins. Je fais entendre M. Legault. Aujourd'hui, il a élaboré un peu plus sur l'adaptation qui sera nécessaire. On écoute. L'important, c'est d'être capable d'abord de mettre des ressources. On est rendu à 1,5 milliard. Évidemment, les besoins changent. Rappelez-vous, en campagne électorale, on parlait beaucoup de l'érosion des berges. Personne d'un parti d'opposition puis d'un journaliste nous parlait des forêts. Mais là, pouf, on est tous surpris. Puis c'est la même chose en Colombie-Britannique, en Alberta. Donc, il va falloir ajouter en adaptation au changement climatique pour les forêts. Alors, on s'adapte, dit-il. On parlait beaucoup de l'eau. Là, on va parler du feu. Michel, on s'adapte, dit-il. On va s'adapter. Oui, on va s'adapter. Écoutez, la spécialité des politiciens, c'est pas de prévenir les affaires, c'est de réagir à la dernière minute quand ça se produit. Alors, et c'est partout comme ça. Alors, je blâmerai pas vraiment le gouvernement d'être pris un peu au dépourvu, comme tous ceux qui sont victimes des mêmes sinistres. Mais déjà, je vois que le débat est plus ou moins bien engagé quand j'entends M. Legault et les municipalités commencer déjà à se lancer la balle. Oui, mais qui va payer? On sait tous que ça va coûter cher et probablement de plus en plus cher pour s'adapter. Alors, la question va se poser, qui va payer? M. Legault dit que le contribuable québécois déjà paie plus d'impôts sur le revenu qu'en Ontario, mais il y a de la marge du côté des municipalités. Mais ça vient tout de la même poche, là, qu'on le paye à la ville ou qu'on le paye à Québec. C'est la même chose. Et la question qui va se poser, que les politiciens vont devoir se poser, c'est dans quelle mesure les contribuables sont prêts à payer pour ça. Là, évidemment, aujourd'hui, tout le monde est sous le coup de l'émotion, un peu comme lors des inondations ou de n'importe quel sinistre. Mais quand va venir le temps d'imposer des taxes oranges, là, comme dirait M. Legault, c'est là qu'on va voir vraiment, qu'on va pouvoir mesurer la détermination des autorités municipales ou québécoises. Oui, dès qu'il va y avoir 4 jours de pluie, on va être ailleurs. On va dire, bon, bien, c'est réglé, voilà. On n'en parle plus. Chantal. Oui, il y a déjà une génération de politiciens qui, même en parlant de changement climatique et de lutte au phénomène, ont passé beaucoup de temps à convaincre les contribuables que ça n'allait pas leur coûter d'argent et qu'il n'y aurait pas besoin de faire des grands changements. Alors oui, on peut parler d'adaptation ou se dire, après 4 jours de pluie, on passe à un autre appel, mais malheureusement, l'adaptation, va falloir qu'elle soit à géométrie croissante parce que dans la mesure où on ne contrôle pas les changements climatiques, où on ne fait pas ce qu'il faut pour les contrôler, ça va devenir de plus en plus difficile de s'adapter à des phénomènes de plus en plus récurrents. Et changer de gouvernement, changer de discours, dites n'importe quoi, ce qu'on voit maintenant, on va le voir de plus en plus et on va voir le reste aussi. Michel. Le problème, c'est qu'on ne peut pas s'attaquer à un problème à la fois. On ne peut pas dire, cette semaine, c'est les feux. Ah, on oublie les berges cette semaine parce qu'on ne peut pas travailler là-dessus. Tout doit être fait en même temps. C'est dommage, ça va coûter cher, c'est compliqué, mais sinon, on s'en sortira pas. Alors, il faut vraiment avoir une vision la plus large possible, et c'est pas dans la nature des gouvernements. Michel avait tout à fait raison de dire que les gouvernements réagissent, ils sont pas très proactifs sur ces choses-là, mais il va falloir commencer à apprendre à être proactif parce que tout est dans tout là-dedans. Je comprends qu'on s'est galvaudé comme expression, mais c'est vrai. Alors, il faut regarder tout en même temps, les berges, les feux de forêt, les îlots de chaleur en ville, tout ça est lié maintenant. Et l'argument que je reçois beaucoup par courriel de gens, d'ailleurs, petite parenthèse, une autre, on retrouve un peu ces clivages un peu malsains. Là. Dès qu'il y a le mot changement climatique dans un titre qu'on met, on reçoit des courriels des gens qui nous disent « Vous êtes obsédés, vous reliez ça à ça, c'est un hasard, il y a des feux toutes les années. » Bon. Cela dit, l'argumentaire qui revient beaucoup chez beaucoup de personnes, c'est de dire, oui, mais même s'il y avait un effort, par exemple, des taxes oranges, un effort plus grand demandé aux Canadiens, demandé aux Québécois, ça ne changera pas l'ensemble de l'œuvre parce qu'il y en a qui font passer
leurs efforts sur la planète et qu'on est une petite goutte dans l'océan de la Terre. Vous entendez ça, j'imagine, dans vos boîtes vocales et dans vos courriels, Michel, aussi, Chantal et Michel C. Oui, bien, c'est comme si on disait, écoutez, quoi qu'on fasse les recherches, il va toujours avoir des gens qui vont mourir du cancer, alors on va arrêter de faire de la recherche là-dedans, ça coûte cher. Bien, c'est la même chose. On ne sera pas capable d'empêcher les changements climatiques. Et on ne sera pas capable non plus de limiter jusqu'à les amener à zéro les conséquences des changements climatiques. Mais on n'a pas le choix que d'essayer de les minimiser. Alors, se dire, ouais, il y en a qui ne font pas d'efforts, puis de toute façon, on ne sera pas capable de tout faire, bien là, c'est pas une solution, c'est renoncer. C'est le renoncement. Chantal? Oui, mais la petite goutte canadienne, là, il y a beaucoup d'Américains qui en souffrent aujourd'hui. C'est ça, ça s'appelle comme ça une planète. Il n'y a pas de mur qui va protéger le Canada ou qui va protéger les États-Unis du Canada et des effets climatiques. Et oui, peut-être que tout le monde ne fait pas ce qu'il faut, mais à un moment donné, à peu près tous les États, j'en connais pas, là, qui ne seront pas confrontés à ces réalités-là. On n'est pas en train de parler d'une mode, d'une vague, c'est le sujet du mois, puis dans un mois, on va parler d'un autre sujet plus sexy. C'est avec nous. Et ça va l'être de plus en plus. Et je ne suis pas convaincue que la classe politique veut ou que l'électorat est rendu au moment où on se rend à la réalité. C'est pas... c'est vraiment pas une tendance, là, puis on n'en parlera plus. C'est l'avenir qu'on voit maintenant. C'est l'avenir en accéléré. Michel C. C'est vrai que ça va être difficile de convaincre nos politiciens puis de convaincre l'opinion publique aussi qu'il faut travailler fort quand on voit aux États-Unis qu'il y a à peu près la moitié de l'électorat et peut-être encore une fois un président qui va dire que ça n'existe même pas, les changements climatiques. C'est donc une tâche compliquée pour nous, mais en même temps, on est plus vulnérable au Canada que bien d'autres pays sur les changements climatiques. Des orages, il y en a partout en Amérique du Nord. Ce qui vient de se produire pour les feux de forêt actuellement nous touche plus que d'autres régions du même continent qui ont aussi eu des orages. Alors, on est dans la partie nord de l'Amérique du Nord, c'est le cas de le dire. On va avoir des effets qui vont être plus grands sur certains aspects et qu'on ne peut pas ignorer. On ne pourra pas ignorer la prochaine vague de feux de forêt, puis on ne pourra pas ignorer les prochaines inondations du printemps. Alors, on est aussi bien de commencer tout de suite puis de ne pas se dire « Ah, il y en a qui ne font pas leur job, là ». Très bien. Autre sujet, Michel, vous avez écrit là-dessus hier dans la presse sur un événement que l'on présente comme étant anti-avortement à Québec, au Palais des Congrès, annulé par le gouvernement du Québec, qui est propriétaire des lieux, qui a dit on ne veut pas, la ministre Proulx, vous allez l'entendre, a dit on ne veut pas ce genre d'événement-là, donc on annule. L'organisme en question envoie et déjà va utiliser les tribunaux en mise en demeure, disant vous n'avez pas le droit d'annuler notre événement comme ça ne se fait pas, il faut que vous ayez des raisons valables. On écoute, c'est le 2 juin, donc c'est il y a quelques jours, parce que ça a évolué un peu. Le 2 juin, regardez, tout le monde était d'accord à l'Assemblée nationale pour que le gouvernement annule l'événement. On écoute puis on revient. C'est clair au Québec, on ne veut pas retomber dans le débat là, quant à l'avortement. C'est important pour nous et je pense que la ministre a été bien avisée. Je voudrais quand même prendre quelques instants pour féliciter la ministre Caroline Proulx pour son leadership. Alors, j'ai déjà été le ministre responsable du Centre des congrès de Québec et si j'avais eu la même information, j'aurais pris la même décision. Il y a une question aussi de jugement. On n'ira pas permettre à des groupes là, anti-avortement de pouvoir faire des grands spectacles dans des organismes publics. Mais ce type d'événement-là ou de situation-là n'est jamais arrivé. Maintenant, il y a eu une erreur. Il y a eu une erreur de la part de mon PDG. Je lui ai fait part et ce matin, je lui dis que nous n'allons pas accompagner l'entreprise pour se retrouver un local. L'entreprise, là, c'est Harvest Ministries International. Là, c'est un truc religieux. Alors, avant de vous faire entendre les extraits d'aujourd'hui, faisons un tour de table sur ça. On constate, vous le voyez comme moi, qu'il y avait une unanimité. Michel C., ça vous a étonné. Vous avez écrit là-dessus hier. Et d'autres que ça a étonné, mais ça vous a étonné, en tout cas un des premiers. Je vous laisse la parole. Il y a deux choses qu'il faut dire là-dessus. Au début du débat,
ce n'est pas un débat sur l'avortement. Et M. Saint-Pierre Plamondon, le chef du PQ, c'est lui qui a eu la meilleure phrase là-dessus. Il a dit on a mélangé notre opposition aux lois contre l'avortement avec la situation. La question, c'est une question de liberté d'expression, c'est une question de est-ce que les groupes qui ne sont pas populaires ont le droit de s'exprimer et l'arbitraire du gouvernement par rapport à ça. Le vrai problème, c'est que le gouvernement a commencé à regarder ça, a dit, OK, on ne veut pas de cette chose-là parce que c'est contraire aux choses que nous, on propose. Est-ce que la liberté d'expression s'applique seulement au sujet où le gouvernement est d'accord? C'est cette question-là qui est en cause, pas l'avortement actuellement, et l'arbitraire du gouvernement. Parce que quand on a entendu Mme Biron dire on va faire ça au cas par cas, bien, le synonyme de cas par cas, c'est arbitraire. Oui. Chantal, on va les entendre aujourd'hui, je vous rassure, Michel C., mais Chantal, sur le portrait de l'histoire là, au départ. Bon, mettons qu'un organisme qui est contre la charte, la loi 21 sur la laïcité veut faire une rencontre au Palais des Congrès. Est-ce que le gouvernement se donne le droit de décider que c'est pas sa position et donc que les Québécois et leurs valeurs ne permettent pas ce genre de rencontre-là au Palais des Congrès? Moi, franchement, pour avoir couvert le débat sur l'avortement, je trouve qu'on dénature dans ces décisions-là le sens du mot pro-choix. Pro-choix, ça voulait pas dire la position correcte, c'est être pour le droit à l'avortement. Ça voulait dire les femmes qui veulent se faire avorter peuvent. Ça s'appelle choix. Mais ça n'a jamais rendu impossible des opinions qui ne sont pas populaires, qui ne sont pas la mienne, certainement pas, de s'opposer à l'avortement. La question, c'est tant que ces gens-là ne s'en vont pas harceler des femmes qui veulent se faire avorter ou tentent de réinscrire le débat dans l'arène politique, ce qui n'est pas en train d'arriver en passant, c'est une décision non seulement malaisante, mais c'est un précédent malheureux. Michel. Bien, j'ai l'impression que Mme Proulx, Mme Gazal, tout le monde, au départ, ont eu une réaction émotive, là, un coup du cœur, là, disant « Hey, on n'est pas encore pour remettre ça en question. » Et c'est vrai que le Québec, depuis Morgane Thaler et tout ce qui s'en est suivi, a été à l'avant-plan de la lutte pour le droit à l'avortement au pays. Et encore maintenant, je voyais un sondage pas très ancien qui démontrait que encore aujourd'hui, c'est au Québec que le droit à l'avortement est le plus soutenu, je dirais. Bon, mais ceci étant dit, la job du gouvernement, c'est de faire en sorte que le droit à l'avortement et la possibilité d'en avoir un quand on veut soit maintenu. Pas de museler ceux qui ne sont pas d'accord. Il ne faut pas mélanger les choses. Et à ce que je sache, la liberté d'expression, et ça en fait partie, est garantie par la Charte des droits de la personne du Canada, mais aussi du Québec. Et ça aussi, le gouvernement a le devoir de la défendre. Et il n'y a pas de hiérarchie là, entre les droits fondamentaux. Non, je pense qu'on a simplement, orienté les bazookas à mauvaise place. Et le 2 juin, parce que c'est quand même notable, c'est pour ça que j'ai pris le temps de vous faire des extraits de tout le monde. Le 2 juin, c'est comme si les gens qui étaient pro-choix, puis ils le sont tous, puis c'est très bien, ont confondu, se sont dit, si on accepte qu'il y ait une réunion d'un groupe religieux qui est contre l'avortement, bien, c'est comme si on reniait ce qu'on pense, là. Et, parce que comment vous expliquez l'unanimité, sinon, là? Retour de table, Michel C. L'unanimité, je pense qu'ils ont mélangé leur opposition à l'avortement et d'autres principes qui sont garantis par la Charte, dont la liberté d'expression. Et je comprends que c'est beaucoup de monde, mais à un moment donné, le débat ne porte pas sur l'avortement. C'est un débat sur la liberté d'expression, sur le droit du gouvernement de dire « j'ai signé un contrat, et là, à quelques jours d'avis, je scrape le contrat, débrouillez-vous, on vous aidera même pas d'ailleurs, puis si vous perdez de l'argent, c'est pas mon problème. » On aura ce problème-là beaucoup plus large de possibilités pour le gouvernement d'être arbitraire comme ça si on laisse passer celle-là. Là. Chantal et Michel, un mot là-dessus, parce que je vais vous faire entendre aujourd'hui, parce que ça a évolué. Là. Les gens, on s'est dit, ouais, dans le fond, c'est peut-être un précédent dangereux. Bien, je vais vous faire écouter tout de suite Paul Saint-Pierre Plamondon et Alexandre Leduc, qui aujourd'hui disaient, ouais, il faudrait peut-être réfléchir un peu. On écoute. J'invite tous les élus et tous les partis à prendre un pas de recul
et à s'assurer de ne pas confondre deux enjeux complètement différents, celui du droit à l'avortement et celui de la liberté de réunion et d'expression. Quelle sera dorénavant notre politique pour déterminer qui a le droit de s'exprimer en société puis qui n'a pas le droit de s'exprimer? La décision a été un peu trop rapide. Là, avec un peu pas de recul, tout un chacun, je pense qu'on réalise qu'il y a des dangers à commencer à aller dans ce chemin-là. Il ne nous mène pas à des belles places, je pense, ce chemin-là. Alors, on prend un pas de recul, on constate qu'il faut aborder ça avec beaucoup de philosophie, avec beaucoup de sérénité. Là, on n'a pas d'extrait des libéraux, mais j'imagine dans le caucus libéral aussi, il y a des gens qui vont dire hey, Chantal, pour la liberté d'expression... Oui, c'est parce qu'il y a des endroits au Canada, je ne dis pas nécessairement au Québec, et pas aujourd'hui, mais il n'y a pas si longtemps, où des gouvernements se seraient sentis autorisés d'interdire la tenue d'une rencontre de ce genre-là, de gens qui militent pour les droits LGBTQ. C'est exactement la même pente, c'est-à-dire un gouvernement qui prétend avec raison qu'au Québec, on a évacué la politique de questions qui relèvent de la conscience des gens ne peut pas devenir en même temps la conscience qui dicte ce qui est acceptable ou pas à la collectivité en matière de liberté d'expression. Michel David, est-ce que Caroline Proulx, parce que là, dans l'extrait, elle disait « c'est une erreur de mon PDG », etc. Est-ce qu'ils peuvent revenir en arrière ou il est trop tard pour celui-là, puis... Parce que c'est quand même, c'est un précédent. Ils font quoi avec ça? Là? Il est assez peinturé dans le coin, Mme Proulx, parce qu'encore aujourd'hui, après que la mise en demeure a été envoyée, elle a dit non, on persiste et on signe et il n'est pas question de reculer. Alors, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Mon impression, c'est qu'au départ, le coup de cœur dont je parlais tantôt, mais ils ont eu peur que s'ils toléraient ça, ils donnaient l'impression qu'ils étaient, disons, ouverts à rouvrir le dossier, alors que c'est absolument pas le cas. Et je pense pas que personne les aurait soupçonnés de ça. Okay. Mais bon, là, remettre la pâte à dents dans le tube, ça ne sera pas de la tarte. Michel C., conclusion là-dessus. Est-ce que ça ne sera pas de la tarte, mais en même temps, l'organisation en question, je pense qu'ils ont un peu d'argent. Ils vont pas laisser, ils vont pas laisser ça mourir, là. Ils vont aller en cours, mais à un moment donné, il va falloir que le gouvernement actuel se réconcilie avec la Charte des Québécoises des droits et libertés, puis faire des clauses de non-obstant préventives, puis des choses comme ça. Ça n'aide pas le débat sur ces choses-là, ça y nuit. Et c'est comme ça qu'on en arrive là où on est arrivé aujourd'hui. À un moment donné, cette charte-là, qui est une loi québécoise adoptée par l'Assemblée nationale avant la Charte fédérale, elle est très bonne. Elle garantit, puis garantir la liberté d'expression, je m'excuse, mais c'est toujours garantir la parole d'un groupe minoritaire et pas populaire. Qu'on aime pas. Alors, il va falloir vivre avec ça. Très bien. M. Poilievre devra vivre avec le budget parce qu'il a été, il y a quelques minutes, je ne sais pas si on a des images, mais il a été finalement adopté. M. Poilievre, qu'on va écouter, l'extrait, les deux premiers extraits, si vous le voulez bien, M. Poilievre, puis on revient tout de suite. C'est une tradition qui existe depuis des milliers d'années. Avant même l'arrivée des Européens, il y avait des Autochtones qui faisaient la chasse. Et même après que les Français sont arrivés pour établir la belle province, il y avait beaucoup de chasse. C'est une tradition qui existe toujours. Il y a beaucoup de Québécois patriotiques qui continuent de faire la chasse. Hier, j'ai prononcé un discours de 4 heures afin d'empêcher le déficit, le budget inflationniste et déficitaire de Justin Trudeau qui menace la sécurité économique des Canadiens. Bon, c'est une vieille tradition. M. Poilievre n'est pas le premier. Là. Il y a déjà des gens... là, c'est intéressant. On vous a montré un extrait où il raconte des histoires, puis beaucoup de députés ont fait ça. Michel C. Auger, vous avez été sur la colline à Québec, sur les deux collines. Ça arrive très souvent. Là, le budget est passé. Est-ce qu'il voulait... par ça, montrer que c'est désormais sa priorité, ces questions-là. Il revient à des questions plus essentielles pour les Canadiens? Oui, mais en même temps, il le fait à la manière Poilievre, c'est-à-dire que le principe de trop, c'est comme passé, là, M. Poilievre, il n'est pas là-dedans. Alors, lui, il dit on va siéger tout l'été si nécessaire pour refaire le budget article par article. Il espère que les sénateurs conservateurs vont faire ça pour lui aussi. Je ne suis pas sûr que ça va marcher super fort. Mais à un moment donné, il y a comme, chez M. Poilievre, une incapacité de dire je suis contre ça, je vais le montrer, et quand je perds, je perds.
Puis je gagnerai quand j'aurai gagné une élection. Ce filibuster-là, d'abord, il ne va pas marcher. Puis deuxièmement, je ne suis pas sûr que les Canadiens vont trouver ça très drôle. Chantal, vous avez écrit un texte il y a quelques jours en disant il faut. S'il ne se recentre pas sur les questions qui préoccupent vraiment les Canadiens, comme l'inflation et tout ça, il y a comme un problème, il pourrait rater le train. Oui, sauf que là, on a assisté, vous parlez de filibuster, c'est un bien grand mot là, pour ce qui est arrivé. Il y a plus d'enflure verbale que de filibuster dans ce qu'on a vu cette semaine, pour la bonne et simple raison que M. Poilievre, hier matin, a annoncé à son caucus et aux médias qu'il allait parler jusqu'à ce que le gouvernement revienne à la raison, tout en sachant que, selon une motion adoptée déjà aux communes, à minuit, il allait se taire. Et c'était la fin de son filibuster. Je vous dirais, au Sénat, 15 sénateurs conservateurs sur une centaine et quelques de membres. Ça ira pas loin. Mais oui, c'est un effort pour passer à un appel plus payant en termes électoraux que la question du dossier de l'ingérence chinoise. Le problème, c'est que, oui, M. Poilievre dit qu'il faut passer l'été à écrire un budget. Ça va être intéressant au mois de septembre de voir si lui fait ça, ce qu'il ferait avec le programme de garderie, qu'est-ce qu'il couperait pour arriver à l'équilibre zéro, est-ce qu'il maintiendrait les transferts aux provinces, est-ce que les soins dentaires, il s'en débarrasserait. À la fin, c'est une chose de dire il faut qu'il réécrive le budget, mais il manque encore beaucoup de chair sur l'os pour savoir comment les conservateurs, eux, reviennent quand à l'équilibre budgétaire. Michel. Oui, moi, je pense que M. Poilievre va pas penser un seul instant qu'il allait forcer le gouvernement à réécrire un budget puis qu'il allait pouvoir tenir jusque-là. C'est, je pense, oui, une bonne façon de faire la transition entre l'ingérence chinoise et les clous sur lesquels il doit taper pour affaiblir le gouvernement. Et surtout, vous savez, les Canadiens, comme tous les acteurs, font la différence entre une opposition légitime et du sabotage. À un moment donné, joue le jeu, puis quand viendra l'élection, on décidera qui va être au gouvernement. Mario Dumont, à l'époque, je me souviens, avait perdu beaucoup de plumes et avait probablement saboté ses chances de devenir premier ministre quand il avait dit, avant même que le budget soit présenté par le gouvernement Charest, qui était minoritaire aussi, « Je vais voter contre, je vais tout faire pour qu'il ne passe pas. » Attends ton tour, disent généralement les électeurs. Merci à vous trois. Merci d'avoir été là plus tôt. C'est apprécié. À très bientôt. Bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.